le poison coulait dans mes veines comme un serpent froid, et je sentais mon cœur s'arrêter, battant une dernière fois contre la poitrine de ma sœur qui me tenait la main avec un sourire fin de compassion. « Repose-toi, Alexandre, tout ira bien, murmurait-elle, ses yeux verts brillants d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant, celle d'une prédatrice qui vient de frapper. Et puis, le noir absolu, le vide, et cette certitude absolue, j'étais mort, trahi par la chair de ma chair, empoisonné dans mon propre appartement parisien pour un héritage que je n'avais même pas convoité. Mais le destin, ce farceur cruel, m'avait accordé une seconde chance ou une malédiction? En me renvoyant dans mon corps d'il y a 5 ans, juste avant que le piège ne se referme. Je me réveillais en sursaut dans mon lit, le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle de mon petit appartement du Marais, ce quartier labyrinthique où les rues pavées murmurent encore les secrets des amants maudits du XVIIIe siècle. Mon corps était lourd, engourdi, comme si on l'avait exhumé d'une tombe fraîche. Je portais encore ce vieux t-shirt délavé des Rolling Stones que j'affectionnais à l'époque, et l'odeur du café frais montait de la cuisine en bas de l'immeuble, portée par les bruits matinaux de Paris, klaxons étouffés, rires d'enfants, et le grondement distant du métro. 5 ans en arrière. Avant la maladie de papa, avant les rendez-vous secrets avec les notaires, avant qu'Isabelle, ma sœur aînée, ne commence à tisser sa toile d'araignée autour de notre famille. Je me levai d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Mes mains tremblaient en effleurant le miroir de la salle de bain, le même miroir craquelé où, dans ma vie précédente, j'avais vu mon reflet pâlir jour après jour sous l'effet du poison qu'elle m'avait administré goutte à goutte dans mon thé du matin. Bon sang, c'est réel, murmurai-je à mon double spectral. Les rides d'inquiétude n'étaient pas encore là, mes yeux, d'un bleu terne hérité de maman, brillaient d'une vitalité que j'avais oubliée. J'étais de retour, nuancé par la connaissance du futur, armé d'un arsenal de souvenirs qui me brûlaient comme de l'acide. Isabelle m'avait tué. Pas par un coup de poignard théâtral, non, elle était trop raffinée pour ça, trop parisienne dans son cynisme. Elle m'avait étouffé lentement, en me faisant passer pour le fils ingrat, le raté de la famille, pendant qu'elle, l'étoile montante de la finance, ourdissait son cou pour rafler l'héritage de papa. Papa. Henri Duval, l'ancien galeriste d'art qui avait bâti une fortune modeste sur les toiles volées à l'époque de l'occupation et revendues discrètement dans les salons feutrés de Saint-Germain-des-Prés, il était mort d'un cancer fulgurant 5 ans plus tard, dans cette villa. Mais j'avais vu, à travers les brumes de la mort, les documents falsifiés qu'Isabelle avait glissés dans ses dossiers, des testaments altérés, des transferts d'actions occultes vers ses comptes offshore à Genève. Elle avait même convaincu les médecins que j'étais déprimé, instable, pour que je sois écarté de l'hôpital lors de ces derniers jours. Et lors de la lecture du testament, chez le notaire du boulevard Saint-Michel, elle s'était moquée ouvertement de moi, riant aux éclats devant les employés médusés, « Regardez-le, notre petit Alexandre, qui croyait encore que papa lui laisserait la galerie. Pauvre chéri, retourne à tes croquis ratés. » Ignorante, à ce moment-là, de la clause secrète que papa avait cachée ou une clause qui me désignait comme unique héritier si jamais, malveillance fraternelle, était prouvée. Mais elle l'avait appris trop tard, et pour l'empêcher de contester, elle m'avait fait taire pour de bon. Assis sur le bord du lit, je sentis une rage sourde monter en moi, une lave volcanique qui faisait trembler mes poings. Cette fois, ce ne serait pas la même histoire. J'allais la démasquer, la briser, la faire ramper comme elle m'avait fait ramper dans l'ombre de son ambition. Mais la revanche n'est pas un plat qui se mange froid en France, elle mijote à feu doux, assaisonné de vin rouge et de mensonges polis. Je devais être patient, rusé, comme un roman de Dumas revisité pour l'ère des smartphones et des crypto-monnaies. D'abord, contacter papa. Il était encore en vie, vaillant malgré les premiers signes de la maladie qu'il cachait. Je saisis mon téléphone, un vieux Nokia indestructible, reliquat de l'époque, et composai son numéro, le cœur serré. « Allô, fiston ?» Sa voix, grave et rocailleuse, avec cet accent du sud-ouest qu'il n'avait jamais perdu malgré ses décennies à Paris, me frappa comme un coup de poing. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ? » Isabelle m'a dit que tu bossais sur un nouveau projet artistique. Je déglutis, forçant un rire léger. Juste envie de te voir, papa. Et de discuter. De l'avenir. Les mots étaient anodins, mais ils portaient le poids de 5 ans de regrets. Nous convînmes d'un déjeuner au café de Flore, ce bastion des intellectuels où papa aimait siroter son pastis en observant les passants. En attendant, je fouillais mon appartement, cherchant des indices que je n'avais pas vus la première fois, une lettre oubliée, un email suspect. Rien. Isabelle était trop habile. Mais je me rappelais ses premiers pas, des appels mystérieux à des avocats, des soirées tardives avec des investisseurs louches dans les bars de Pigalle.
Elle travaillait déjà à la BNP Paribas, grimpant les échelons avec une férocité qui masquait sa jalousie viscérale envers moi, elle, artiste maudit, qui avait osé refuser l'uniforme corporate pour des toiles abstraites inspirées de Monet et de la Tour Eiffel en feu. Le trajet vers le Flore fut un tourbillon sensoriel. Paris en 2020 avant la pandémie qui avait accéléré ma chute dans l'autre timeline bourdonnait d'une énergie fiévreuse, vendeurs ambulants criant leur marron chaud, couples enlacés sous les arches du Pont-Neuf, et l'odeur omniprésente de baguettes fraîches se mêlant à l'essence des Vélib. Je marchais vite, évitant les regards, me sentant comme un fantôme parmi les vivants. Arrivé au café, papa était déjà là, attablé sous le portrait jauni de Sartre, son chapeau fedora posé à côté d'un exemplaire du Figaro. Il avait l'air fatigué, les traits creusés, mais ses yeux pétillaient encore de cette malice provençale. « Alexandre, mon garçon. » Il se leva pour m'embrasser, ses joues râpeuses contre les miennes. Nous commandâmes des croque-monsieur et un pichet de rouge, et je plongeai droit au but, autant que ma prudence le permettait. « Papa, et si ? Et si Isabelle n'était pas celle qu'on croit ?» Il haussa un sourcil, sirotant son verre. « Qu'est-ce que tu insinues ? Ta sœur est une battante. Elle gère tout à la maison depuis que ta mère. » Sa voix se brisa légèrement, maman était morte 10 ans plus tôt d'une leucémie, laissant un vide que ni l'un ni l'autre n'avions comblé. Elle s'occupe de moi, fiston. Toi, tu vis dans tes rêves. Ces mots me piquèrent, mais je les ravalai. Dans l'autre vie, j'avais laissé ces reproches me ronger, me poussant à l'isolement. Cette fois, je ripostai doucement, justement, papa. Les rêves paient parfois plus que les tableaux Excel. Et si je te disais que j'ai des pressentiments ? Sur l'héritage, sur la galerie. Il posa son verre, me fixant intensément. Henri Duval n'était pas dupe, il avait navigué les eaux troubles du marché de l'art pendant 40 ans, flairant les faux comme un chien de chasse. Des pressentiments, hein ? Écoute, j'ai rédigé un testament provisoire. La galerie te reviendra, à toi, parce que tu as l'œil, l'âme pour ça. Mais il y a une clause secrète. Pour protéger contre les vautours. Si jamais malice il y a, il s'arrêta, jetant un œil autour de nous, comme si les murs avaient des oreilles. On en reparle plus tard. Pas ici. Le reste du déjeuner fut une danse délicate, rire forcé sur les souvenirs d'enfance, les étés à Saint-Tropez où Isabelle me poussait dans l'eau salée pour me noyer symboliquement, les Noëls au pied du sapin où elle volait mes cadeaux pour les revendre à des copains imaginaires. Mais sous la surface, mon esprit bouillonnait de plans. Première étape, surveiller Isabelle. J'avais son numéro, son adresse à un appartement chic dans le 7e arrondissement, près de l'Assemblée nationale, où elle recevait déjà ses amants influents. Je l'appellerai ce soir, prétextant une réconciliation fraternelle. La laisser croire que j'étais toujours le petit frère naïf. De retour chez moi, je m'installai devant mon chevalet, pinceau en main, mais au lieu de peindre, je traçais des schémas, timelines alternatives, faiblesse d'Isabelle. Elle avait une liaison avec un certain Marc Lefebvre, un banquier corrompu qui blanchissait de l'argent pour des collectionneurs d'art douteux. Dans l'autre vie, c'était lui qui avait fourni le poison de l'arsenic dilué, indétectable en petites doses. Je devais les séparer, les retourner l'un contre l'autre. Mais la revanche exigeait du sang-froid, un faux pas, et elle me devancerait. Le soir tomba sur Paris comme un voile de velours noir, et je composai son numéro, le cœur battant la chamade. « Allô ? Alex ?» Sa voix, suave et condescendante, me donna la nausée. « Qu'est-ce que tu veux ? Je suis en réunion. » Juste papoter, serette. Ça fait trop longtemps. Et si on dînait ensemble ? Chez toi, disons. Vendredi ? Un silence, puis son rire perlé, pourquoi pas ? Tu as besoin d'argent, c'est ça ? Toujours le même, hein ? Elle raccrocha, mais j'entendis le déclic le même que dans mes souvenirs, quand elle notait mentalement une nouvelle faiblesse à exploiter. Vendredi. Le piège se refermerait sur elle, cette fois. Le vendredi arriva comme une averse d'octobre, drue et impitoyable, transformant les boulevards haussmanniens en miroirs luisants sous les phares des taxis. Je m'étais préparé avec l'obsession d'un serial killer de romans policiers au non pas que j'en devienne un, du moins pas encore. Mon costume gris perle, acheté d'occasion chez un fripier du Sentier, masquait mal mon anxiété, mes mains, tachées de peinture fraîche, trahissaient l'artiste que j'étais toujours, malgré la rage qui me consumait. Isabelle habitait au 23 rue de Grenelle, un hôtel particulier rénové où les locataires se prenaient pour des aristocrates déchus.
L'interphone grésilla, et sa voix filtra, monte, 3e étage. Porte ouverte. L'ascenseur, un reliquat art déco aux parois miroirées, me renvoya mon reflet multiple, un homme hanté, les yeux cernés par des nuits blanches à rejouer mentalement ma mort. Quand j'entrai, l'air était saturé d'un parfum capiteux au Chanel numéro 5, son préféré, celui qu'elle portait le jour de l'enterrement de papa pour masquer l'odeur de ses larmes crocodiles. L'appartement était un sanctuaire de modernité froide, meubles en verre et acier du Corbusier, tableaux abstraits volés à la galerie familiale, et sur la table basse, une bouteille de Château Margaux ouverte, comme une invitation empoisonnée. Alex. Elle surgit de la cuisine, vêtue d'une robe fourreau noire qui soulignait sa silhouette élancée, ses cheveux blonds cascadant en boucles parfaites. À 32 ans, elle était l'incarnation de la Parisienne fatale, lèvres carmin, regard perçant, et ce sourire qui désarmait les hommes avant de les égorger financièrement. Elle m'embrassa sur les 2 joues, son haleine mentholée effleurant ma peau. Tu as maigri. Toujours ces régimes d'artiste? Assieds-toi, j'ai préparé des escargots. Nous dînâmes dans un silence tendu, rompu par ces anecdotes, promotion à la banque, dîner avec des députés, et une allusion voilée à Marc, un collègue formidable qui connaît tout le monde. Je hochai la tête, riant au bon moment, mais mon esprit cartographiait l'espace, le coffre-fort derrière le Renoir accroché au mur, je le savais, pour l'avoir vu dans l'autre vie, les dossiers sur son bureau iMac, et la petite pharmacie dans la salle de bain où elle rangeait ses remèdes, dont l'arsenic, prescrit sous faux prétexte pour un traitement dermatologique. Et toi, qu'est-ce qui te tracasse? Demanda-t-elle enfin, versant du vin dans nos verres. Ses yeux me scrutaient, comme un chat jouant avec une souris. Papa m'a appelé. Il parle d'héritage. Tu n'as pas essayé de l'influencer, hein? Le moment était venu. Je posai mon verre, feignant l'hésitation. Au contraire. Il m'a confié quelque chose. Une clause dans son testament. Pour protéger la galerie contre les outsiders. Son sourire se figea une fraction de seconde imperceptible pour quiconque, mais pour moi, c'était une crevasse dans sa façade. Une clause? Intéressant. Et qu'est-ce que ça implique? Je haussai les épaules, détournant le regard vers la fenêtre où les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Rien de précis. Juste. Si malveillance il y a de la part d'un proche, tout passe à l'autre. Une mesure de précaution. Papa est parano, tu sais. Elle rit, mais c'était forcé, comme un accordéon qui s'étouffe. Parano? C'est toi qui fabriques des histoires, Alex. Toujours le dramaturge. Passe-moi le sel. La soirée s'étira en conversations anodines souvenirs d'enfance, où elle était la grande sœur protectrice, et moi le petit frère casse-pied qui dessinait sur les murs du mas familial en Provence. Mais sous les rires, je semais des graines de doute, une remarque sur Marc, ce type louche avec ses montres Rolex trop neuves, une question sur ses voyages à Genève, pourquoi, des fromages? Elle parait les coups avec grâce, mais je voyais les fissures, un tic nerveux à la commissure des lèvres, un regard fuyant vers son téléphone qui vibrait sans cesse. Vers minuit, alors qu'elle me raccompagnait à la porte, elle posa une main sur mon bras, un geste presque tendre, mais je sentis le calcul derrière. On devrait faire ça plus souvent. La famille, c'est sacré, non? Oui, répondis-je, la fixant droit dans les yeux. Sacré. Impardonnable de la trahir. Elle cligna des yeux, surprise, mais je partis avant qu'elle ne réagisse. Dehors, la pluie avait cessé, laissant l'air purifié, chargé d'odeurs de bitume mouillé et de jasmin des jardins voisins. Je marchai jusqu'au métro Saint-Germain-des-Prés, le cerveau en ébullition. Graines plantées. Prochaine étape, infiltrer son monde. Marc Lefebvre. Je me rappelais son visage chauve prématuré, costume sur mesure, et cette arrogance de banquier qui traitait les serveurs comme des subalternes. Dans l'autre vie, c'était lui qui avait fourni le poison, en échange d'une part de la galerie. Je devais le rencontrer, le retourner. Les jours suivants furent une descente dans les bas-fonds parisiens, là où l'argent sale coule comme la Seine polluée. Je contactai un vieil ami, Julien, un hacker freelance qui squattait un loft à Belleville et vivait de petits jobs pour des journalistes d'investigation. Alex? Putain, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu veux? Du piratage? Quelque chose comme ça. Sur un certain Marc Lefebvre. Compte bancaire, mais, tout. Julien siffla. C'est du lourd. Ça va coûter cher, et risqué. Pourquoi?
personnel, élu des jeux. Disons que c'est pour l'art. Il accepta, et 2 jours plus tard, j'eus un dossier, transfert suspect vers des comptes panaméens, maille codé avec Isabelle sur la liquidation du Val. Preuve en main, mais pas assez pour le tribunal en France, la justice est un labyrinthe de formalités, et Isabelle avait les meilleurs avocats. Non, ma justice serait plus intime. Je décidai de confronter Marc seul. Une soirée networking à l'hôtel de Crillon, où les élites financières se pavanaient comme des pans. J'y entrai avec un faux badge de la banque, acheté à un faussaire de Barbès, et le repérai au bar, seul, sirotant un whisky, son alliance manquante trahissant ses infidélités. Monsieur Lefebvre? Alexandre Duval. Frère d'Isabelle. On peut parler? Il serait dit, mais son ego prit le dessus. Duval? Ah, la sœur. Elle est talentueuse. Qu'est-ce que vous voulez? Nous nous isolâmes dans un salon privé, où les murs tapissés de soie absorbaient les murmures. Je posai le dossier sur la table, ouvert à une page incriminante, un virement de 50 000 € vers un compte offshore. Talentueuse, oui. Mais voleuse aussi. Et vous, son complice. Son visage vira au cireux. Qu'est-ce que? C'est un bluff. Non. Et si je le montre à la brigade financière? Ou à Isabelle? Elle déteste les traîtres, vous savez. Il transpirait maintenant, son col de chemise l'étranglant. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Des infos. Sur elle. Sur ses plans pour papa. Et vous coupez les ponts. Immédiatement. Marc plia en 10 minutes, vomissant des détails, les rendez-vous secrets avec un notaire véreux, les faux médicaux pour accélérer l'héritage, et le poison le poison, commandé via un contact à Bruxelles. Elle m'a dit que c'était pour un rat, mais... Je savais. Dieu, je savais. Je le laissai partir, brisé, avec une promesse, silence contre silence. Dehors, l'aube pointait sur les Champs-Élysées, et je me sentis puissant pour la première fois à un dieu mineur réécrivant son mythe. Mais la revanche a un prix, des nuits hantées par le fantôme de l'Isabelle aimante de l'enfance, celle qui me défendait contre les bullies à l'école. Était-elle toujours là, sous la carapace? Non. Elle m'avait tué. Point final. Papa appela le lendemain. Sa voix était faible, la maladie gagnait du terrain plus vite que prévu. Viens me voir, fiston. J'ai des papiers à te montrer. Et fais attention à ta sœur. Elle m'a posé des questions bizarres. Je raccrochais, le ventre noué. Le piège se resserrait. Isabelle suspectait quelque chose, ses appels se multipliaient, pleins de miel empoisonné. Alex, on se voit ce week-end? Papa va mal. Mensonge. Elle préparait son coup. Il était temps d'agir, falsifier la donne, la forcer à se dévoiler. J'organisai une réunion familiale, chez papa, dans sa maison de Passy, avec vue sur la Seine. Là, je lâcherai la première bombe. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si la clause secrète n'était pas ce que je croyais? Et si papa cachait plus que de la malice? La maison de Passy était un bastion du passé, un hôtel particulier du 19e siècle aux murs couverts de toiles impressionnistes des originaux, bien sûr, acquis par papa lors de ventes aux enchères clandestines à Drouot. L'air y sentait le tabac froid et la cire d'abeille des parquets cirés, un parfum de nostalgie qui me serrait la gorge comme un nœud coulant. Papa était alité dans sa chambre du premier étage, amaigri mais lucide, ses yeux mi-clos observant le monde comme un tableau qu'il disséquait. Isabelle arriva la première, fleurie en tailleur pantalon lanvin, un bouquet de lys à la main, ironie suprême, les fleurs du deuil. Frère. Elle m'étreignit avec effusion exagérée, ses ongles manucurés s'enfonçant légèrement dans mon dos. Papa nous a convoqués. Ça doit être grave. Grave, répétai-je, feignant l'innocence. Ou juste pour nous voir ensemble. Comme avant. Nous montâmes, et papa nous accueillit d'un sourire spectral. Mes enfants. Asseyez-vous. Sa voix n'était qu'un filet, mais elle portait l'autorité d'un homme qui avait négocié avec des nazis pour sauver des chefs d'œuvre. Il désigna une enveloppe Kraft sur la table de chevet, scellée d'un cachet de cire rouge. Le testament. Pas le final, mais un aperçu. Alexandre, tu commences. Lis la clause 3. Je saisis l'enveloppe,
mes doigts tremblants à peine un Oscar pour l'acteur que j'étais devenu. Isabelle se pencha en avant, ses yeux verts comme des émeraudes affamées. Je dépliai le papier, et lus à voix haute, d'une voix posée, en cas de preuve de malveillance ou de collusion externe visant à altérer la volonté du testateur ou à nuire à un héritier direct, l'intégralité des biens galeries, comptes, propriétés ou échoit exclusivement à Alexandre Duval, sans recours possible. Toute tentative de contestation entraînera la donation immédiate à une œuvre caritative anonyme. Le silence qui suivit fut un vide abyssal, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Isabelle pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant sur un « quoi » étouffé. Papa toussa, un son rauque comme du gravier. C'est pour vous protéger l'un de l'autre. La famille, c'est une toile fragile. Un faux trait, et tout s'effiloche. Elle se tourna vers moi, le regard assassin masqué par un battement de cils. C'est ridicule, papa. Qui songerait à nuire? Alex, tu as mis ça dans la tête du vieux. Moi. Je ris, un son amer. Demande à Marc. Il sait des choses sur tes collusions externes. Son visage se décomposa ou une fissure dans le marbre. Marc? Qu'est-ce que? Tu l'as vu? Papa fronça les sourcils. Marc Lefebvre? Ce banquier? Isabelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise avec un fracas qui résonna comme un coup de feu. C'est lui. Il te manipule, papa. Alex a toujours été jaloux, avec ses toiles qui ne se vendent pas. Il invente des mensonges pour te retourner contre moi. La pièce vira au chaos, cris, accusations, papa tentant de nous séparer d'une voix chevrotante. Assez. J'ai des doutes depuis longtemps. Tes voyages, tes amis. Prouve-moi que je me trompe, Isabelle. Elle s'effondra en larmes vraies, cette fois. Jurant son innocence, suppliant pour une chance. Je restai en retrait, le cœur un nœud de triomphe et de dégoût. C'était trop facile, elle se défendait comme une lionne acculée, mais je voyais les rouages tourner, un appel à son avocat dès ce soir, une contre-attaque via des faux témoignages. La soirée s'acheva sur une trêve fragile, Isabelle partit en claquant la porte, me jetant un regard qui promettait la guerre. Seul avec papa, je m'agenouillai près du lit. Pourquoi cette clause, vraiment? Ce n'est pas juste pour la malveillance. Il ferma les yeux, épuisé. Parce que j'ai fait des erreurs, fiston. Pendant la guerre, j'ai collaboré un peu. Des toiles pour survivre. Ta mère savait, Isabelle a fouillé les archives. Elle me faisait chanter pour l'héritage. Et toi? Tu étais clean. L'innocent. La révélation me frappa comme un uppercut. Papa, collaborateur? Les ombres de Vichy, ces fantômes que la France moderne enterrait sous des discours républicains. Isabelle l'avait su, l'avait utilisé. Pas seulement pour l'argent ou pour le pouvoir, pour effacer la tâche familiale sur son CV impeccable. Et le poison, murmurai-je. Il rouvrit les yeux, choqué. Poison? Mon Dieu, Alex. C'est elle? Je hochai la tête, les larmes coulant enfin. Dans un cauchemar que j'ai eu. Mais c'est réel. Je le sais. Il serra ma main, faible mais ferme. Alors protège-toi. Et protège la mémoire de ta mère. Va, maintenant. Je gère le reste. Je quittai Passy sous un ciel d'ardoise, la Seine coulant comme un serpent d'argent sous les ponts. La revanche prenait un tour amer, non plus vengeance pure, mais justice entachée de secrets familiaux. Isabelle m'avait trahi, mais papa portait le péché originel. Était-ce héréditaire, cette pourriture? Chez moi, je fouillais mes souvenirs, des nuits où Isabelle pleurait dans son oreiller, murmurant « Papa est un monstre ». Elle avait grandi dans l'ombre de ce mensonge, et moi, l'aveugle, dans la lumière. Le lendemain, l'assaut vint. Un mail de son avocat, menace de déshéritage réciproque, allégation de manipulation mentale sur papa. Puis un appel d'elle, voix suave, on peut s'arranger, Alex. Partageons. Oublie Marc. Oublier? Je ricana. Comme tu as oublié de ne pas me tuer. Silence. Puis, tu es fou. Mais si tu insistes. Attends-toi à la guerre. La guerre. Paris, ville des Lumières, devint mon champ de bataille.
Je contactai Julien pour plus de preuves, enregistrements de marque, que le lâche avait fourni en panique. Un chantage inversé, je les envoyai anonymement à la direction de la BNP, avec copie à Isabelle. Le scandale éclata comme une bulle, suspension immédiate, enquête interne. Elle m'appela en hurlant, « C'est toi. Espèce de rat. Tu vas payer. » Payer, répondis-je calmement. C'est déjà fait. Dans une autre vie. Elle raccrocha, mais je savais qu'elle mijotait. Les jours suivants furent un tourbillon, visite à papa, renforcée par des gardes privés payés de ma poche, exposition de mes toiles pour meubler mon alibi d'artiste, et nuit solitaire à noyer mes doutes dans du calva. Un soir, un colis anonyme, une fiole vide, étiquetée « arsenic ». Menace ou aveu. Le point de non-retour arriva lors d'une réception à la Galerie Duval, juste avant l'agonie de papa. Isabelle s'y pointa, rayonnante malgré tout, flanquée d'un nouvel amant à un procureur, rien que ça. « Frère », susurra-t-elle en public, ravi de te voir triompher. Papa serait fier. Mais en privé, dans les réserves poussiéreuses remplies de toiles voilées, elle attaqua, « Tu crois m'avoir eu ? J'ai des preuves sur toi. Tes dettes, tes amis et drogués à Belleville. Un mot, et tu finis en tôle. » Je sortis le dossier final, copie des mails de chantage à papa, signé de sa main. Et ça ? Ta collaboration forcée avec les Allemands ? Tu l'as utilisée contre lui. Contre nous. Ses yeux s'écarquillèrent, la carapace craquelant. Comment ? Je sais tout, Isabelle. Même ce que tu caches à ton miroir. Elle recula, trébuchant contre une toile un Picasso mineur, ironie du sort. Tu ne comprends pas, papa m'a détruite. Il m'a forcé à grandir seul, pendant que tu jouais. C'était justice. Justice ? Me tuer, c'est justice ? Elle blêmit. Tuer ? Je ? Non, c'était pour te faire taire, juste un peu. Pas. Le mensonge se brisa, et avec lui, quelque chose en elle. Larmes, vraies cette fois, coulant sur son maquillage impeccable. Je déteste ce que j'ai fait. Mais l'héritage. C'était ma rédemption. Je pouvais l'écraser là, appeler la police. Mais la pitié, cette faiblesse française me retint. Rends-toi. Avoue à papa. Peut-être qu'il pardonnera. Elle secoua la tête, un sourire tordu. Trop tard. Il sait déjà. Et elle s'enfuit dans la nuit parisienne, laissant derrière elle le parfum de sa défaite. Papa mourut 2 jours plus tard, paisiblement, le testament scellé. Lors de la lecture, chez le notaire, Isabelle n'était pas là. Son siège vide hurlait son absence. La clause s'activa, tout à moi. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les funérailles furent un cirque discret, à la mode parisienne, église Saint-Sulpice bondée de collectionneurs en deuil, hommage larmoyant devant le cercueil de chêne poli, et un cortège funèbre serpentant vers le Père Lachaise sous une pluie fine qui pleurait pour nous. J'étais là, en noir strict, soutenant la galerie comme un pilier solitaire. Isabelle n'apparut pas, rumeur disait qu'elle s'était éclipsée à Genève, fuyant les enquêteurs qui frappaient à sa porte pour blanchiment et tentative d'empoisonnement. Marc avait craqué, chantant comme un moineau sous la pression de la PJ financière. Les journaux titraient déjà « Scandale chez les Duval, trahison fraternelle dans le monde de l'art ». Seul dans la crypte familiale, face à la pierre tombale gravée, Henri Duval, 1945 à 2025, je murmurais, c'était pour toi, papa. Pour nous. Mais le vent emporta mes mots, et avec eux, le doute, avais-je vraiment gagné, ou juste déplacé les ombres ? La galerie m'attendait, lourde de legs aux toiles inestimables, dettes occultes, et le fantôme d'Isabelle planant comme un corbeau. Les semaines suivantes furent un vortex de paperasse et de paranoïa. Je rénovai la galerie, exposant mes propres œuvres aux côtés des maîtres, des toiles sombres, inspirées de ma « résurrection », où Paris se consumait en flammes abstraites. Les critiques applaudirent, un Duval renaissant. Et l'argent afflua, lavant le sang invisible des murs. Mais la nuit, dans mon appartement du Marais, je revivais la mort, le poison, le rire d'Isabelle lors de la lecture fantôme du testament. Elle m'avait moqué, oui, ignorante de la clause, mais aussi de ma renaissance. Un matin, un appel anonyme, « Alex ? » C'est moi. Sa voix, brisée, écorchée par l'alcool ou la peur. Je suis à Bruxelles. Il me traque. Aide-moi. S'il te plaît.
Le cœur serré, je fixais le téléphone. Aide-la? L'empoisonneuse, la traîtresse? Pourquoi? Tu m'as tué. Je sais. J'étais brisé. Papa m'a avoué tout, avant de mourir. La collaboration, les vols. Il m'a forcé à le couvrir, à mentir pour l'héritage. J'ai voulu te protéger, au début. Puis, la haine a pris le dessus. Marc m'a poussé. Mensonge? Vérité? La frontière s'estompait. Rends-toi. Avoue, et je témoigne pour toi. Réduction de peine. Silence, puis un sanglot. Je ne peux pas. J'ai un secret plus grand. La clause. Papa l'a changé. La nuit avant sa mort. Tout échoua, mais... Il y a une lettre pour moi. Cachée. Si tu me la donnes, je disparais. Pour toujours. Intrigué, malgré moi, je fouillai la maison de Passy. Dans le coffre du bureau, derrière un faux-monnaie, une enveloppe adressée à Isabelle. Je l'ouvris au nom, je la lus d'abord. Les mots de papa, manuscrit tremblant, ma fille, pardonne-moi. J'ai volé plus que des toiles, j'ai volé ton innocence. L'héritage est à Alex, mais toi, prends la petite toile cachée au grenier au sel de ta mère, peinte avant la guerre. Elle est à toi. Et vis. Sans moi. Une toile? Pas de l'argent, mais un souvenir. Isabelle, l'ambitieuse, voulait juste. Un pardon posthume? La révélation me terrassa. Ma revanche avait été aveugle, j'avais vu le monstre, pas la victime. Je lui envoyai la toile par coursier discret, avec un mot, va. Et ne reviens pas, elle répondit par un merci laconique, puis le silence. Les flics la coincèrent à la frontière belge au aveu complet, en pleurs. Au procès, 6 mois plus tard, au palais de justice de l'île de la Cité, je témoignai, clémence pour ma sœur, pour la famille brisée. Elle écopa de 10 ans, avec sursis partiel pour bonne conduite future. Dans la salle, nos regards se croisèrent pas de haine, juste une fatigue infinie. Mais la twist vint plus tard, lors d'une exposition solo à la galerie. Un collectionneur anonyme enchérissant sur ma pièce maîtresse, Renaissance empoisonnée. Il se révéla être Julien, mon hacker ami, enrichi par un coup. Pour te remercier, mec. Et pour Isabelle où elle m'a contacté de tôle. Elle peint, maintenant. Des trucs sombres, comme toi. Je ris, pour la première fois sincèrement. La revanche n'était pas destruction, mais catharsis. Paris, indifférente, continuait son ballet, lumière sur la scène, amour fugace, secrets enterrés. J'étais vivant, vraiment. 1 an après le procès, Paris s'était paré de ses couleurs automnales, feuilles d'or jonchant les allées du Luxembourg, brume matinale enveloppant la Notre-Dame renaissante. La galerie du Val prospérait, un phare dans le quartier des antiquaires, où mes toiles dialoguaient avec les fantômes de Picasso et Braque. J'avais embauché une équipe jeunes artistes bohèmes, curateurs affûtés et l'héritage de papa, purgé de ses tâches, irriguait un avenir que je n'avais osé rêver dans l'autre vie. Pourtant, chaque ouverture d'exposition me ramenait à elle, Isabelle, incarcérée à Fleury-Mérogis, peignant dans l'ombre de ses barreaux. Les visites à la prison étaient un rituel pénible, un trajet en RER sous les banlieues grises, où les tours HLM défiaient le ciel comme des doigts accusateurs. Elle avait changé, cheveux coupés courts, regard adouci par les livres et les couleurs à l'huile qu'on lui accordait. « Frère », disait-elle à travers la vitre, sa voix un murmure. « Merci pour la toile. Maman. » Elle me sourit, maintenant. Nos conversations étaient des lambeaux de paix, regrets partagés, rires sur les bêtises d'enfance, et silence lourd sur le poison. J'ai lu tes articles, avoua-t-elle un jour. Tu es célèbre. Papa serait fier. Fier? Je secouai la tête. C'est toi qui lui as donné une fin digne. En avouant. Libérée sur conditionnel après 3 ans en bonne conduite, thérapie imposée, elle refit surface comme un spectre bienveillant. Pas à Paris, non, elle s'installa à Marseille, près de la mer qui avait bercé nos étés. Une petite galerie à elle, spécialisée en art brut, où ses toiles abstraites, tourmentées se vendaient modestement. Nous nous vîmes pour Noël, dans un mas provençal loué, sous un olivier centenaire. Pas de testament, pas de clause, juste du vin rosé et des histoires sans fiel. J'ai changé, Alex, confia-t-elle au coin du feu,
ses mains tachées de peinture comme les miennes. La tôle. C'est un miroir. J'y ai vu la petite fille que papa a brisée. Et toi, pardonner. Pardon? Le mot flottait, insaisissable. Dans mes nuits, le poison picotait encore, mais par le temps. Et Marc? Pourri en tôle pour de bon. Blanchiment massif. Il m'a écrit une fois, désolé. Trop tard. Nous trinquâmes à l'oubli, mais la vie, cette comédie française, réservait un dernier acte. Un matin de printemps, un notaire frappa à ma porte, une seconde enveloppe de papa, oubliée dans un coffre notarial. Pour mes enfants, quand le temps aura guéri. À l'intérieur, pas d'argent, mais des lettres. Pour moi, fiston, vis grand. L'art n'est pas vengeance, mais vérité. Pour elle, ma fille, tu es plus que mes erreurs. Peins le monde tel qu'il devrait être. Et une toile minuscule, jointe, un portrait de nous deux, enfants, main dans la main sous le soleil de Provence. Signé par maman. Le twist final, papa n'avait pas tout révélé. Il y avait eu une assurance vie secrète, divisée équitablement, activée par sa mort. Isabelle en hérita la moitié au pas pour la ruiner, mais pour la reconstruire. Nous nous réunîmes à la galerie, pour une expo conjointe, frères et sœurs en nombre. La presse s'en délecta au scandale recyclé en rédemption. Lors du vernissage, sous les flashs et les toasts au champagne, elle murmura, la clause secrète. C'était nous, hein? Oui, répondis-je, levant mon verre. Ignorante de rien, au final. Paris applaudit, indifférente aux drames enfouis. J'étais ressuscité, non pas pour détruire, mais pour aimer à nouveau la ville, l'art, la sœur que le destin m'avait rendue. La revanche? Un mythe éculé. La vie, elle, était un chef-d'œuvre inachevé, peint à coups de regrets et de seconde chance. Et pour la première fois, je dormis sans fantôme.